Alors Igor, t'as apporté les disques? Yes, master! Eh ben c'est très bien parce qu'aujourd'hui on va parler mastering. Je vous ai donc rapporté des disques. Et vous allez voir, on va couvrir large et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va avoir une entrevue avec Félix Laliberté du Lab Mastering qui va vous expliquer pas mal mieux que moi qu'est-ce que c'est que son travail d'ingénieur en mastering. Alors commençons par les nouveautés. Enfin, je suis un peu en retard mais quand même. Autre chose, réédition des 2 premiers albums. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu, il y a eu une saga sur les bandes maîtresses qui étaient finalement retrouvées puis pas retrouvées parce qu'en fait, elles n'étaient pas utilisables. Et sur les autres fêtes, Lucien Francoeur casse sa pipe. Et finalement, à la dernière minute, ils ont retrouvé des bandes utilisables, ce qu'on appelle des Production Master. Alors, les bandes ont été traitées, restaurées, numérisées et ça a été masterisé par Noah Mintz et gravé par Kevin Park au Lacquer Channel à Toronto et pressé aussi à Toronto, par MVP Microforum Vinyl Pressing. Donc, un ingénieur pour le mastering et un autre pour la gravure, le cutting. Parenthèse, faisons la distinction entre le mastering et la gravure, le cutting, même si la plupart du temps, les grands studios de mastering font les 2 jobs dans les mêmes locaux, et parfois même par la même personne, mais pas toujours non plus. En tout cas, moi je dis comme ça, quand je parle de mastering, je parle du mastering comme tel, et de la gravure. Et ça, pour une simple et bonne raison, c'est que au moment de la gravure, vous pouvez encore intervenir sur le signal. Vous pouvez faire de la correction, vous pouvez faire de l'égalisation. Les amplificateurs, les appareils que vous utilisez pour traiter le signal avant d'arriver à la gravure elle-même, ça fait aussi une différence. Donc, vous faites encore du mastering, en fait. Donc, pour revenir aux autres choses, très bon exemple d'une réussite ici d'un remastering, parce que les rééditions sonnent carrément mieux que les originaux. C'est pas des blagues. Et ce, malgré la numérisation. Ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ferland, ben ça, j'en avais parlé brièvement dans l'épisode sur les scratchs. Le show business, donc, tout premier mastering fait par Dennis King. Le mastering à avoir si vous êtes un amateur de ce disque-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, exemple intéressant. Vous allez voir. Je vais les mettre de côté, ceux-là. Alors, vous avez ici des copies américaines du disque solo de Pete Townshend, Empty Glass, et de Ghost in the Machine de Police. Pourquoi américaine? Ben, tout simplement parce que je trouvais que le mastering sonnait mieux. Les disques sonnent mieux que les copies canadiennes, tout simplement. Ça arrive. Parlant de ça, ici une copie canadienne du Avalanche de Roxy Music et du Brothers in Arms de Dire Straits. Copie canadienne, donc, mais c'est là qu'il y a un piège. Vous avez le artwork, le graphisme qui n'a pas été modifié ou changé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans les crédits? Mastering by John Dent at the Sound Clinic London et Bob Ludwig at Masterdisc New York. Ben ça, c'est la gravure à New York. Mais la gravure sur la copie canadienne, c'est pas Bob Ludwig, c'est SNB, dont on avait déjà parlé d'ailleurs, toujours dans la même vidéo sur les scratchs. Donc, méfiez-vous quand vous tombez sur un vieux pressage canadien qui dit « Mastered by Bob Ludwig », par n'importe qui d'autre, pour la même raison. Ça ne sera pas le cas, malheureusement. Vous tombez sur un vrai original « Mastered by Bob Ludwig », vous allez voir la différence. Même chose ici, donc. Et puis, parlant de Bob Ludwig, attendez, je pense que je vais l'avoir quelque part plus loin. Voilà, lui ici. Ça, c'est une copie Classic Records dans les années 90. Classic Records qui était, à cette époque-là, aussi bon que ce qui est Analog Productions aujourd'hui. En fait, Chad Kassem d'Analog Productions a racheté le catalogue de Classic Records. Et c'est même à cette occasion-là qu'il s'est mis à faire de la gravure, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi je parle de ça? Outre le fait de parler de Classic Records qui faisait des éditions magnifiques, c'est que le premier pressage de ce disque-là, par Bob Ludwig donc, avait été retiré du marché parce qu'il était trop hot dans les basses fréquences. Les électrophones de l'époque n'arrivaient pas à suivre. Ça sautait. Donc, les disques ont été retirés du marché, mais il y en a encore des copies en circulation qui seraient lisibles aujourd'hui sans trop de problèmes, que je sache. Parce que j'aimerais bien mettre la main sur une copie. Et si ça m'arrive un jour de mettre la main sur un pressage original, un master, sur un cutting, gravure originale de Bob Ludwig, je vous promets, je fais une vidéo dessus. Je suis certain que ça va valoir le coup. Bon, mastering. Qu'est-ce qu'on a ici? Kate Bush, The Dreaming,
J'ai beaucoup écouté ce disque-là, moi, quand j'étais très jeune adulte, à peine sorti de l'adolescence. C'était mon fantasme à l'époque. Joël Plante, James Guthrie pour le mastering, Bernie Grundman pour la gravure. Ça, c'est la série des remasters sortis en 2018. Je le mentionne parce que vraiment, c'est une résurrection pour ce disque-là qui, quand il était sorti en 82, sortait mince et dur, avec une production qui était déjà extrêmement chargée. C'était un fouillis, parfois inaudible. Ah, et maintenant, c'est si beau, si plein d'atmosphère et de texture, sensuel et organique dans sa folie. Oh, Kate. C'est le disque tel qu'il aurait dû toujours être entendu. Si vous aimez ce disque-là, c'est absolument la copie à avoir. 2018 Remaster. Je crois qu'il essaie de dire que c'est enfin conforme aux intentions de l'artiste. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le fameux Love Over Gold, encore Dire Straits. Mastering de Bernie Grundman. Voyez-vous, je dis mastering, gravure. Bernie Grundman, pressage, c'est Palace en Allemagne. On peut pas avoir mieux. Je pense, à mon avis, que c'est la meilleure copie qu'on peut avoir de ce disque-là. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, encore un petit détour par Classic Records. Ça, si vous aimez le classique, ce disque-là, c'est absolument explosif. Vous allez vous en prendre plein la gueule. C'est géant. C'est absolument gigantesque comme son. Absolument incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un band québécois, Half Moon Run. Half Moon Run qui prend un grand soin des disques qu'ils font au niveau technique aussi. Donc, on a ici un mastering fait à The Lodge, à New York. Alors, The Lodge, c'est le studio de mastering qui a été fondé par Emily Lazar en 1997. Une femme au top dans cette industrie, ça vaut la peine d'être souligné. Alors, rien que pour faire un petit peu de name dropping, elle a travaillé avec David Bowie, Lou Reed, Paul McCartney, Sinead O'Connor, Natalie Merchant, Marianne Faithfull, les Foo Fighters, etc. Et quelques Grammys à la clé aussi. Donc, vous achetez un disque à Half Moon Run, vous êtes sûr que ça va toujours bien sonner. Ça marche. Les gars, ils font attention à ce qu'ils font, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, Thus Halls. Simon et Erika Angel, j'aime beaucoup ce que ce duo fait. Et ici, on a aussi un beau mastering. Celui-là fait à Montréal chez Grey Market. Grey Market qui a aussi fait des trucs pour Dominique Fils-Aimé, Arcade Fire, les Dead Obies, des gens qui font du beau travail, encore une fois. Je vous le conseille. On continue. Ici, on a un petit cas intéressant. Ça, c'est un disque réédité par René Laflamme et André Perry. Sur le label Two Times HD. C'est les deux musiciens qui accompagnaient Holy Cole qui se sont fait plaisir. Ils se sont fait un album solo avec quelques invités. C'est assez chouette. En fait, si vous aimez le style de Holy Cole, c'est cool, c'est relax. En même temps, il y a des trucs plus aventureux. C'est pas plate. Moi, franchement, j'ai eu du plaisir. Ce que je veux mentionner par rapport à ça, c'est un bon exemple de différence entre le mastering et la gravure, justement. Ce qu'a fait René dans ce cas-ci, il travaillait avec des bandes demi-pouce, 30 pouces par seconde, qui n'avaient pas été baked, qui n'avaient pas été cuites. Alors, parenthèse, pour expliquer un peu pourquoi on cuit les bandes, c'est que la grande majorité des bandes magnétiques vieillissantes sont affectées par ce qu'on appelle en anglais le sticky shed syndrome, c'est-à-dire que la couche adhésive de binder qui retient l'émulsion au support, qui est souvent du polyester, a tendance à emmagasiner l'humidité et cette humidité-là migre à travers la bande avec l'adhésif et se met à gommer l'équipement. Et évidemment, l'émulsion se dégrade aussi. Alors, l'opération de baking consiste à mettre littéralement la bande dans un four à convection pour des durées d'environ 8 à 24 heures, à des températures situées en gros entre 54 degrés et 60 degrés Celsius. Et ça permet de stabiliser la bande, donc d'éviter qu'elle se dégrade davantage. Mais c'est une opération qui est limitée dans le temps. L'humidité va reprendre ses droits éventuellement. Une bande cuite va rester utilisable pendant environ un mois, mais
mais c'est une opération qui peut être répétée. Je ne sais pas jusqu'à combien de fois on peut cuire une bande, mais en tout cas, ça permet d'utiliser pendant un certain temps et ça permet donc de sauvegarder l'émulsion magnétique qui est dessus pour qu'on puisse travailler avec sans les dégrader davantage. Et donc, il a travaillé avec un Production Master qui n'était pas édité non plus, c'est-à-dire que les bandes n'étaient pas assemblées en un master final. Il y avait des différences de niveau, il y avait des choses comme ça. Donc, il fallait faire un master cohérent, 2 bobines, à envoyer pour la gravure, 4 bobines dans ce cas-ci, c'est un album double 45 tours, à envoyer chez Bernie Grundman qui a fait la gravure. En résultat, c'est un autre disque qui va vous éclater la gueule. C'est pas que la musique est élevée, mais le son est explosif. Ah, un cas intéressant ici. Kind of Blue, Miles Davis, sur Classic Records, sorti dans les années 90. Et Kind of Blue, sorti par Analog Productions, UHQR, il y a 3-4 ans maintenant, je pense, à peu près. Ce qui est intéressant, alors 2,33 tours, il y a aussi une version 45 tours. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on est parti des mêmes plates de Bernie Grundman. C'est la même gravure qui a été utilisée pour les 2 disques. Et pourtant, ils ne sonnent pas pareil. Les procédés de galvanoplastie ainsi que le vinyle utilisé pour le pressage au final font une différence. On a plus de détails sur cette version-là. Plus de détails à un point que... Je dirais pas que ça devient chirurgical, mais dépendant qui l'écoute et sur quel kit, on peut trouver que la trompette de Myers, entre autres, peut être... Et vraiment, là, faut vraiment être picky, là. Mais c'est une différence qu'on peut noter entre les deux. Et je répète qu'il s'agit de la même gravure au départ. Peut être un petit peu plus entêtante. Pas dans le meilleur sens du terme, mais c'est vraiment... Je pinaille, là. Mais, niveau détail, il y a juste des trucs, encore une fois, que j'avais jamais entendus sur ce disque-là. Pourtant, ça fait partie des disques habituellement, quand on les connaît par cœur. Alors voilà, les UHQ1. Mais en fait, bon, je dis ça, c'est peut-être pour illustrer un autre phénomène dans les rééditions audiophiles. Beaucoup de ce qui sort d'ailleurs chez Analog Productions, c'est tellement détaillé que ça en est hallucinant, c'est confondant de réalisme, mais en même temps, il arrive qu'on perde un petit peu l'impression d'ensemble, de cohérence d'ensemble, de gang de mecs qui jouent dans un studio ensemble, ou pas ensemble, hein, c'est pas nécessairement en studio, on sait comment ça se passe, hein, mais malgré tout, on garde cette impression de cohérence dans le groupe quand c'est bien fait, alors qu'ici, on aurait presque l'impression que ça aurait pu être enregistré en multipiste numérique. Vous voyez? Ce qu'on gagne d'un côté, on peut éventuellement le perdre de l'autre. Mais, rendu là, mon Dieu, je dis ça, puis ça, je m'énerve moi-même de le dire, parce que j'ai pas envie d'orienter les choix dans une espèce de position. Ah, les disques audiophiles, c'est pour enculer les mouches, alors qu'un vrai truc, 500. Hey, tous mes beaux vinyles audiophiles, ils servent à rien. Non, Igor, c'est pas ça que je dis. Oh, ça, y a pas de vérité absolue, là. On pourrait argumenter qu'il faut d'abord que ça soit fidèle aux intentions de l'artiste. On entend souvent ça, hein? Bon, alors, parenthèse. C'est quoi ça, les intentions de l'artiste? Est-ce qu'on le sait vraiment d'abord? À part les fois où l'artiste retourne en studio pour remasteriser lui-même son disque, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi les intentions de l'artiste? Je prends un exemple de restauration en images qui va peut-être être plus parlant. On retraite des images parfois où on découvre une qualité de précision qu'on n'avait jamais vue auparavant. Peut-être que ça n'a jamais été connu à l'époque où c'est sorti, mais c'était là. Donc, si on peut aller le chercher, mais parfois, pourquoi pas le révéler? C'est un peu ça l'argument. Alors, sérieux, j'ai pas de conseil à donner là-dessus, mais moi, j'en reviens pas quand j'écoute cette copie-là, malgré tout. Mais celle-là, c'est du plaisir aussi. Je suis pas capable de trancher laquelle des deux je préfère. Honnêtement, je suis pas capable. Mais c'est pas grave. On change de registre. Joe Grass, musicien très recherché, qui roule sa bosse avec plein de monde depuis une vingtaine d'années, et qui a sorti son premier album solo il y a... Mon Dieu, j'ai plus la date, mais ça doit faire à peu près ça aussi, 3-4 ans maximum. Mastering ici, fait par Gavin Larson chez Larson Mastering. Eux, ils sont établis à Burbank, en Californie. Encore un studio qui a travaillé avec du monde comme Johnny Cash, Billy Idol, Diana Krall. Ils ont fait le soundtrack de Dune aussi. Une coupe de Grammys derrière la cravate. Bref, encore une fois, du solide.
Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Après ça, on arrive dans quelque chose un peu plus délicat. Emily Klepper. J'adore ce que cette fille-là fait en français ou en anglais. Pour moi, c'est la plus belle voix qu'on a au Québec actuellement. Mais la fille n'est pas carriériste. Elle s'en fout un peu, elle fait ce qu'elle veut, elle fait sa carrière comme elle veut, au rythme où elle l'entend. Et ici, c'est le dernier album qu'elle a fait, je crois, en date. C'est le Family Record. Family Record, t'apognes-tu? Qui sont des reprises de chansons de son papa. Ici. Il est texan, son papa. Pourquoi je parle de ce disque-là? Par rapport à ce que je m'apprête à dire, vous allez comprendre, c'est que c'est Joe Grass qui l'a produit. Donc, encore une fois, du très beau travail. Là où ça se gâche un petit peu, et là, ne me faites pas dire ce que je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'Emily Klepper se fout de la technique. Je sais même pas, a priori, si elle aime le vinyle, en fait. Je suis en train de dire que, a priori, c'est pas sa job. C'est-à-dire que la préoccupation technique des musiciens, c'est un truc qui vient en plus. Mais si vous n'avez pas ce plus-là, à ce moment-là, vous êtes plus à la merci du producteur, du gérant, de l'équipe qui vous entoure et qui ne fera pas nécessairement les meilleurs choix. C'est juste ça que je veux dire. C'est le mastering. Le mastering, tout court, et le mastering pour le vinyle ont été faits par le studio. Alors, le studio, c'est les mêmes qui étaient responsables de la première édition vinyle de Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Dans ce cas-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont repris le travail et la deuxième édition vinyle qui est sortie en magasin était beaucoup mieux. Ici, c'est à peu près le même niveau plate que la première édition vinyle de celui-là. Le son est mort. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est un disque qui est magnifique, qui est tué dans l'œuf à cause d'un mauvais mastering. Parce qu'un mauvais mastering, ça fait ça aussi. C'est juste plate de même. Je le mentionne parce que il faut que les gens... Non, il faut... Je dis, on me dirait, il faut pas... Non, il faut pas. Non, il y a personne qui est obligé de quoi que ce soit, c'est sûr. Mais j'ai déjà dit dans une vidéo que pour beaucoup de monde, le vinyle aujourd'hui, c'était juste de la merch. Mais je pense qu'il y a des maisons de disques et puis on parle de quelqu'un de sérieux ici. Là. On parle de la tribu. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Mais les vinyles, ils en font faire beaucoup par le studio. Ça vaut pas le coup. Moi, je dis, payer pour un vinyle qui est fait comme ça, non. Allez écouter le streaming, ça va être meilleur. Vous tenez absolument à l'objet, à la merch. Mais, bordel de cul, excusez-moi la vulgarité, mais surtout un beau disque comme ça, ça m'enrage quand je vois du travail de merde comme ça. Je m'excuse. Voilà, on n'en parle plus. Si, non, c'est pas vrai. On en parle encore. Mastering seulement. Encodage, ils disent. Un disque qui est très sympathique, mais encore une fois, mort au niveau sonore. Commande studio, vous pouvez sûrement faire mieux. OK, on passe à autre chose. Alors, on finit en beauté. Lou-Adrian Cassidy, Journal d'un loup-garou, ça a fait jaser récemment quand c'est sorti, et pour cause, c'est vraiment un très chouette disque. Beau mastering fait par le Lab Mastering, par opposition à ce qu'on vient de dire. Là, on a du beau travail honnête. Je vous le conseille. Même chose, ça c'est sorti il y a quelques années, parce que notre ami Dumas, lui aussi a le souci du travail bien fait au niveau du son. Incidemment, le disque qui s'appelle Nos idéaux, il en a, et il a fait faire son mastering au Lab Mastering, et ça s'entend, c'est chouette, il y a du son. C'est le fun à écouter. Alors, le Lab Mastering, je vous l'ai dit au début, Félix Laliberté, qui est un des ingénieurs là-bas, qui a eu la très grande gentillesse de m'accueillir dans le studio et qui va nous parler de son travail. Je vous laisse avec l'entretien qu'on a réalisé en mars dernier et je vous revois pour la fin. Donc, je suis au Lab Mastering en compagnie de Félix Laliberté, qui est ingénieur en mastering et qui va nous expliquer c'est quoi ça, le mastering? C'est une question qui semble dure à expliquer, mais qui n'est pas si compliquée. Là. Donc, nous, on reçoit les mix finaux qui ont déjà été approuvés par les artistes, les labels, tout ça. Puis, on fait un dernier check-up. On vérifie que... Donc, en 2 pistes? Oui. Ben, ça va dépendre. Du médium, oui. C'est ça. On fait aussi du Dolby Atmos. Bien sûr. Donc, ça, c'est... On va rester sur le vinyle. C'est ça. Donc, oui, on reçoit des fichiers stéréo d'habitude. Oui. Puis, donc, nous, on va vérifier que, premièrement, qu'il n'y ait pas de bruit
qui sont pas voulus, là, des clics, des pops. C'est vraiment un contrôle de qualité pour commencer. Ensuite de ça, on va regarder les références. Est-ce que vous pouvez faire des corrections là-dessus ou vous devez demander à ce que ce soit refait? Ça va dépendre. Souvent, on est capable de les faire nous-mêmes. OK. On utilise ARX ou quelque chose pour enlever les petits clics. C'est correct. Si c'est un plus gros problème, quand on a des gros problèmes, on essaye de peut-être retourner dans le mix. OK. Essayer de régler ça. Quand on a toutes les pistes, c'est plus facile d'isoler un problème. Oui. Donc, si on voit qu'on briserait plus en essayant de réparer, on renvoie au mix, on demande une révision. Et puis, c'est ça. Donc, le petit côté contrôle de qualité, ça va être ça. Ensuite de ça, si on a des références, comme je veux sonner comme tel artiste, on va écouter ça. On va se baser sur ça pour vraiment la balance des fréquences, la dynamique. On va se fier sur les références ou sinon on va y aller selon notre oreille. Qu'est-ce qui sonnerait bien selon nous? Donc c'est pas mal ça. C'est quelque chose que vous faites en compagnie de l'artiste éventuellement ou pas? Ça dépend des fois? Oui, l'artiste, souvent, il va nous donner une direction. S'il ne nous donne pas « je veux sonner comme telle band, tel artiste », il va nous dire « je veux que ça sonne plus bright, plus brun ». Il va nous donner des couleurs. Là, il faut qu'on essaye, on se met dans... C'est ça, on interprète les couleurs. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Il y a de la psychologie, là. Oui, c'est ça. Puis on regarde ce qui a été approuvé aussi. Ça nous donne une idée de la direction. Puis très souvent, on va recevoir 2 mix pour la même chanson. On va avoir le mix qui a été approuvé, qui a un limiteur dessus d'habitude. Donc ça nous donne une idée du loudness. Fait que la dynamique, elle va être très différente sur les 2 mix. Sur les 2 mix. Et puis, nous, on va travailler vraiment sur celui qui n'est pas limité. Ça nous laisse plus de headroom pour faire notre propre limiting. Mais on va vraiment se baser sur le mix limité. S'il y en a un, on n'en a pas tout le temps. Le mix limité, il est plus spécifiquement prévu pour les stations de radio, pour la diffusion? Non, c'est pour l'approbation. L'approbation Simplement. Du mix. Souvent, les mixeurs, ils vont mettre un limiteur parce que sinon, ça ne sonne pas assez fort pour l'artiste quand il y a pas. Fait qu'il met un limiteur bien basic, juste pour que ce soit plus fort pour l'artiste. Mais nous, ça nous empêche de travailler. On ne peut pas travailler avec quelque chose. On peut, mais c'est vraiment... On préfère vraiment travailler sur quelque chose de plus dynamique. Je comprends. Puis ensuite, c'est plus facile de réduire la dynamique que d'en rajouter. Donc, on aime mieux commencer avec quelque chose de très dynamique puis y aller moins dynamique que commencer avec quelque chose de pas dynamique. Des fois, il rentre dans le limiter très fort. Puis il n'y a pas grand-chose à faire. Ça donne des mix qui sont morts à la fin. C'est ça. On peut rien faire avec ça. Exactement. Donc, c'est ça. On fait beaucoup EQ, compression. Puis après ça, le limiting qu'on va faire de notre côté pour atteindre le loudness qui est voulu. Le loudness pour les différentes plateformes, le CD, le vinyle. On ne travaille pas de la même manière. Là. Non, c'est ça. Nous, on va sortir un master. On va sortir notre premier master qui est vraiment au niveau qu'on veut. Les fichiers sont au bon niveau. Puis après ça, on va découler. On va faire un master pour les plateformes de streaming qui va être un petit peu moins fort. Ensuite de ça, pour le vinyle, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon de ressortir un autre master moins limité. D'habitude, on va enlever quelques décibels de volume avant le limiter pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Puis des fois, de plus en plus, on va juste prendre le master numérique. Puis ça va être par après qu'on va faire les changements. C'est ça, on va faire les corrections à la gravure pendant qu'on est en avant de la machine, parce que le faire sans la machine, sans faire les tests directement sur un lacquer, c'est très difficile. Donc, tu scrapes une coupe de lacquer en test au début? Oui, on a des lacquers de test. Oui, OK. Donc, des fois, on en reçoit parce qu'on en reçoit qui ont un petit défaut dessus. OK, donc on ça sert pour les les utiliser. tests. Donc, on fait des tests dessus, puis on ne grave pas tout le temps. Tout l'album. On fait quelques petits bouts de chansons, voir est-ce que ça va passer. Les critiques, vous avez isolé déjà. Oui, la première chose qu'on fait, en fait, quand qu'on reçoit un projet de vinyle, ça va être, avant ça, on va faire un test, voir si ça va fitter sur le disque. Bien Donc, sûr. on laisse la machine tourner pour le 20 minutes de la face. On l'essaye. Si on voit que ça fit, là, après ça, quand on a fait ce premier test-là, on va avoir écouté
toute la face. Ça nous donne une idée. Ah, telle chanson, je le sais. Ça, je ne sais pas si ça va passer. Donc, on se met des marqueurs dans notre session. Puis après ça, on repasse. Puis là, on met un lacquer usé. Puis là, on fait tous les petits tests. Voir, on grave tout ça. Puis après ça, on peut retourner les écouter. On reprend le lacquer. On le met sur notre table tournante juste à côté. Puis on peut tout écouter. C'est ça, on va le voir tout de suite. Est-ce qu'il faut que est-ce que je peux donner plus de volume? Je dois enlever du volume, enlever des fréquences. C'est important ce que tu dis là, parce qu'on fait référence à la durée maximale qu'on peut mettre sur un vinyle quand on le grave. Est-ce qu'on prend la peine d'expliquer ça? Plus le signal est fort, plus il prend d'espace à cause des excursions du sillon. Donc, ça oblige à un grand contrôle très rigoureux là-dessus. Oui, donc c'est ça. Plus c'est fort, moins on peut en mettre. Donc, des fois, on va avoir des personnes qui vont nous demander de mettre trop de musique sur une face. C'est possible de le faire, mais c'est vraiment pas conseillé. Au détriment de la dynamique. C'est ça, parce qu'il va falloir... On va perdre du volume. Quand on perd du volume, le bruit de fond, il semble plus fort. On pense qu'il augmente, mais il n'augmente pas vraiment. Il est au même niveau, il est juste plus proche. Le signal est plus, il est plus proche. Il y a beaucoup de monde qui vont trouver « Ah, il y a beaucoup de bruit de fond. » Non, c'est que ton vinyle, il fait 25 minutes. C'est ça. Il n'y a pas de problème de bruit de fond. Moi, quand je fais l'écoute des test pressing, je prends un segment de silence, je le coupe, puis je regarde le loudness du silence, le volume du silence, puis je suis capable de voir si le silence il est au bon niveau. Ça arrive à un mauvais pressing. Parce qu'il n'est jamais absolu, on s'entend sur un vinyle. C'est ça. Il peut avoir un mauvais pressing où est-ce que le silence, il est vraiment... Le noise floor du silence, il est trop haut. Ça, sur le Dompierre, tu vas l'entendre. Parenthèse, pourquoi je parle du Dompierre à ce moment-ci, c'est que j'avais eu une copie du Requiem de Dompierre, donc de François Dompierre, qui était paru l'an dernier, et j'avais remarqué un problème de bruit et de distorsion sur la face C. C'est un album double. Donc, je l'avais signalé au label à ce moment-là, à Let Artists Be, qui ont fait les vérifications. Selon toute vraisemblance, c'est un problème qui serait arrivé à la galvanoplastie. Donc, rien à voir avec un mauvais rapport signal-bruit, en fait. Et là, je parle de galvanoplastie, d'électroplating, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir très prochainement. Et donc, toutes les copies que j'ai eues, j'en ai eu 4, avaient le même problème sur la face C de bruit et de distorsion. Et comme c'est la Lab Mastering qui avait fait le mastering et la gravure, je leur en ai amené une copie. Et c'est quand j'ai remis le disque à Félix qu'on a en fait tout simplement improvisé l'entrevue. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mauvais plating, mauvais pressing, ça se peut. Là, moi, ça, je peux dire, il y a un problème, il faudrait retourner une étape en arrière, vérifier si tout est correct. Mais sinon, très souvent, la plupart du temps, le silence il est à la bonne place. C'est vraiment juste que le programme il est trop bas. C'est la réalité. C'est la réalité du vinyle d'aujourd'hui. Ça reste une technologie qui est plus que centenaire puis qui est encore miraculeuse et qui fait encore donne des résultats merveilleux. Au-delà de ce qu'on pourrait appeler un peu l'effet de mode, moi, dans les années où le vinyle était dit mort et enterré, je dis non, c'est encore un excellent support. Et c'est revenu. Et c'est revenu. Ouais, je pense pas que ça va jamais partir. Je pense pas non plus. Ça va y aller en vague, mais ça va jamais partir. C'est un média. Tu peux le garder pour toujours. C'est tout le temps bon. C'est que c'est le seul support physique qui va rester ultimement. C'est ça. Le CD, c'est déjà plus ce que c'était. Aujourd'hui, je pense que je sais pas c'est quoi les chiffres, mais en termes de pourcentage, là, c'est une écrasante majorité de ce qui s'écoute qui est en streaming. Et pas autrement. De loin. Je pense qu'on est au-delà de 90%. Quelque chose comme ça. OK. J'ai vraiment oublié mon autre question. Je vais couper tout ça au montage, c'est horrible. En fait, on pourrait faire une autre section à côté du graveur. Oui, on pourrait faire ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la salle ici? Ce qu'elle a de particulier par rapport à... Oui. Donc, c'est ça, on a des focales, une belle paire d'Utopia focales avec les subs qui vont avec. On a 4 subs. Tout ça sur un système name. On utilise beaucoup merging. On aime beaucoup travailler là-dessus. Ça fait une couple d'années qu'on a fait le switch. C'est des belles interfaces. Ça sonne bien, c'est super clean. C'est en Ravenna, donc c'est un petit peu plus compliqué. OK. C'est tout audio. Peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est? Dans le fond, c'est difficile à expliquer.
Mais tout l'audio passe, à la place des câbles analogues comme ça, ça va passer par des Cat5. OK. Tout c'est très numérique. Absolument. Donc, il y a beaucoup de numérique, mais on travaille beaucoup en analogue. Là. On voit, on a encore les patch bay, on a encore toutes les machines qu'on utilise à tous les jours, pas mal. Oui, je sais. Excuse, ça m'est donné. Vas-y. Si vous recevez des tapes. Oui. On n'utilise plus de tape. On a les deux machines ici qui Ils ont fait longtemps qu'ils n'ont pas servi? Oui. Pas si longtemps que ça. OK, quand mais même. c'est que c'est beaucoup de... C'est pas difficile à travailler, mais c'est la maintenance. La maintenance de la machine. La calibration, tout ça, on est correct. Okay. La maintenance, il faudrait qu'on reçoive des tapes à toutes les semaines pour que ça vaille la peine. C'est ça. Okay. Parce que là, faire la maintenance une fois par année dessus, je comprends. Ça vaut pas la peine. Y a-t-il encore du monde capable de faire ça localement? Localement, pas vraiment. Pas vraiment. C'est très dur de trouver quelqu'un qui est capable. On l'a ouvert l'année passée, ça nous a pris une semaine, puis finalement, ça n'a même pas marché. Ah non. C'est assez difficile. Sauf qu'on travaille avec les studios Piccolo. Oui. Eux, ils prennent les tapes. Les autres, ils vont enregistrer les tapes. Ils vont nous donner les fichiers. Donc, c'est comme ça qu'on travaille parce que on n'en reçoit pas assez, puis on n'a pas l'équipement Studio Piccolo. Ils font du bon travail, puis on est capable de travailler avec leurs fichiers, que nous, après ça, on met dans notre ordinateur, tout ça. Puis ça va super. Ça va super bien. Donc graver à partir d'un tape directement ici, ça arrivera pas. Directement, non. Ça n'arrivera pas, puis on a pas qu'on a de la difficulté à faire ça, mais on trouve c'est plus facile de partir du numérique. C'est sûr que c'est plus facile. C'est standardisé maintenant. C'est ça. C'est plus facile. Puis on est capable d'avoir des meilleurs résultats parce qu'on est capable de plus prendre notre temps. Il n'y a pas les bugs du tape, tout ça. On est sûr que notre fichier ça bouffe beaucoup de temps de faire marcher ça comme il faut. C'est ça. Ça va plus vite, mais on est capable de passer plus de temps sur le projet parce que justement, on n'a pas besoin de tout à fait. Tout arranger le reste. Focus vraiment sur le master que tu as en numérique. Et tu l'envoies sur ta lettre. Et est-ce qu'on peut aborder les Ferland, le travail que vous avez fait sur les rééditions de Ferland? Oui. Parce que ça, je sais que ce qui est admis généralement, c'est que les masters originaux sont introuvables. Donc, vous avez travaillé avec des fichiers que Audiogramme vous a fournis, c'est bien ça? Oui, on a reçu les fichiers d'Audiogramme. Oui. C'est sûr, on aurait aimé ça travailler des tapes, on aurait pu transférer les tapes, partir de ça, faire un remaster. Mais c'est ça, ils ont décidé d'utiliser le remaster. C'est un remix qu'ils ont fait en 2005 quand ils ont sorti le coffret anniversaire. Là, avec ça devait venir de là, ce qu'on a reçu. Le copyright est de 2005 sur le disque, on le voit carrément. C'est ça. Par contre, pour Soleil, il n'y a pas du tout de renseignements. Dans la vidéo que j'ai faite sur la réédition, j'ai juste dit, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Puis vous avez reçu un fichier, puis vous avez travaillé avec ça. Moi, j'ai entendu les CD qu'ils avaient fait à l'époque avec, puis ce que vous avez fait, c'est mieux quand même que ce qui a été fait pour le CD à l'époque. Est-ce que vous avez beaucoup intervenu sur le... Pas tant que ça. Il n'y a pas eu de remaster qui a été fait. Donc, on ne l'a pas travaillé ici. On l'a vraiment travaillé de l'autre côté, dans notre cutting room. D'habitude, on essaie de rester très transparent quand on fait la gravure. Nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Absolument. À la place de faire un master vinyle, qu'il n'y a pas de basse, il n'y a pas de haute, c'est super serré. On essaie vraiment de rester pareil. Si on est capable, on va essayer de rester pareil au numérique qu'on a fait. Puis là, nous, on a reçu les fichiers. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait dessus, probablement, sauf les choses critiques qu'on n'a pas eu le choix de faire. Normal, comme le base management, des choses comme ça. C'est ça. Mais à part de ça, on n'enlèvera pas toutes les basses. On ne mettra pas tout en mono, toutes les basses en mono. On essaie vraiment de garder ça le plus, le plus vrai possible. Parce que sinon, oui, c'est le son du vinyle, mais si c'est pour sonner moins bien, s'il n'y a pas d'intérêt. C'est ça. Tu es aussi bien si tu es capable de le faire. Il fait des choses comme ça aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de places qui font ça, malheureusement. Mais nous, on préfère vraiment
une approche plus transparente. Ouais. Puis ça donne Puis ça un très s'entend, bon puis je résultat. l'ai dit, vous avez fait à ce niveau-là, je veux dire, le disque est crisp and clear, là, puis C'est ça. c'est quand même agréable à écouter. Là. Ouais. Tout à fait. C'est une bonne chose de faire ça, parce que sinon, il y a beaucoup de monde qui font des masters vinyles Mhm. sans savoir où est-ce que ça va être gravé. Puis Aussi. c'est là que Ouais, là, ils vont c'est- mettre la baisse ouais, en mono, tout ça. ouais, Puis après ça, ouais. oui, c'est facile. Tu Ouais. reçois le fichier, tu le graves, tu n'as rien Ouais, à faire, c'est ouais. facile. Est-ce que ça aurait pu sonner mieux? Il y en a maintenant Oui. des jobs de mastering qui se font comme ça, genre, le petit manuel du mastering C'est pour ça. le vinyle. OK, on fait ça, ça part, C'est ça, puis c'est fini. Puis c'est fini. Puis pas- c'est comme si on connaît la théorie, on y va, C'est on ça. applique la théorie, mais personne ne se donne la peine de vraiment écouter ce qui se passe, là, Non. malheureusement. Ici, vous avez écouté, ça s'entend. Oui, c'est ça. On l'écoute comme du Ouais. monde, puis on prend le temps de faire les ajustements qui sont nécessaires. Ouais. Pas les ajustements qu'on préfère qui seraient faciles, Mhm. puis que Mhm. ça irait plus vite. Mhm. Tu sais, je mets mon template dessus, c'est Ouais, fini, ouais, puis je pars la ben oui, machine. c'est ça. Ah ouais. Ça va me Ah prendre ouais. une heure, genre, Ouais. on va finir. Ouais. On prend notre temps, puis... C'est quand même le lab mastering. Vous C'est avez ça, quand même une c'est réputation, là. Oui, puis- Ici, ça a été fondé en 2009. OK. Puis c'était vraiment, c'est Marc Thériault OK. qui a fondé Ouais. ici. Est-ce qu'on va voir l'autre côté? Oui, Yes. parfait. Super. Ailleurs, c'est peut-être loin, ou c'est peut-être à côté. De retour avec Félix dans le cutting room, Oui, donc Avec- c'est ici. la mythique Neumann, je me souviens pas de La la VMS VMS C70, sur laquelle vous gravez. Donc, parle-nous de ça. Oui, donc c'est une très vieille machine. Il y a plus, ça se fait plus des machines Non. comme ça. Il n'y a aucune compagnie qui en fait aujourd'hui. Donc, Il serait même capable d'en faire. Là. je Ouais, sais même ouais, pas. ouais. Je pense, il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, j'avais entendu parler. Il y avait une compagnie qui voulait recommencer à Mhm. faire des lathes. Je ne sais pas si ça aboutit. Je n'ai jamais entendu parler. J'en ai entendu parler aussi, comme il y a des nouvelles presses aussi qui sont C'est sorties. ça. Ça a un petit peu Ouais. mieux marché, mais les Ouais. lates, j'ai Les pas lates. entendu qu'il y avait un gros succès Non, là-dessus. c'est là. ça, je pense pas. Donc, c'est ça. C'est une vieille machine, toute refurbished, Mhm. toute reconstruite, améliorée. Mhm. Aussi, on a un nouvel ordinateur qui nous aide à mieux travailler, à faire des projets plus difficiles qui n'auraient pas été possibles. Qui vous êtes à faire un preview, en fait, comme tu C'est ça, disais on tout a à un l'heure. petit Ouais. preview, on voit quelques tours en avance. Comme Ouais. ça, on est capable d'ajuster les sillons. Ça vous permet de maximiser l'espace C'est ça. disponible À sur le place, disque. tu sais, dans le temps, Ouais. il se mettait un Ouais. setting, puis Ouais. ça restait comme Ouais. ça sur Constant. tout le disque, Ouais. à moins qu'il l'ajuste manuellement. Manuellement, ouais. Là, nous, on met un setting de base, Mhm. mais la machine, elle va jouer avec le setting un petit peu pour laisser plus ou moins d'espace entre les grooves. C'est sûr, c'est pas de la magie. Il faut quand même faire les tests. Faut quand même, Absolument. on peut quand même avoir des overcuts, tout Mhm. ça. Mhm. C'est pour ça qu'on fait nos tests. Mhm. Mais ça nous aide beaucoup à faire des choses qui ne seraient pas possibles il y a Qui n'aurait pas été possible avant. 30 ans, Ouais. 40 Oui, ans. tout à fait. D'ailleurs, je pense que la durée à l'époque était optimalement limitée à environ 17 minutes. 17, 18, Ouais, ouais. ouais. C'est encore Alors ça qu'aujourd'hui, qu'on on peut, suggère. mais on peut aller plus Non, on loin. peut aller, on a été Et en capable. ayant des bons résultats encore. C'est ça, on a été capable de faire. Je pense que le plus haut qu'on a fait, c'est 28, Ouais. 29. Ça aurait vraiment pas été possible dans le temps. Non, vraiment. Aujourd'hui, on est capable, mais on conseille quand même de rester à 17, 18 Mhm, minutes. mhm. En bas de 20 minutes, Mhm. c'est suggéré. C'est l'idéal. Mais aujourd'hui, c'est tout 20 Ah, moi, j'en ai minutes et entendu plus. des 20 quelques minutes Ouais. qui se défendaient vraiment très bien. là. Oui, oui. Donc, c'est ça, comme on disait tantôt, c'est sûr qu'on va penser qu'il y a plus de bruit de fond. Mhm. Quand Oui, on s'en va dans des au-dessus de 20 Ouais. minutes, tu Ouais. penses qu'il y a plus de bruit de fond, mais le bruit de fond, il est à la même c'est place. le rapport signal-bruit qui n'est C'est pas ça, le même. le là. rapport, il n'est pas pareil. Ouais. Donc, oui, c'est pas mal ça pour le- Est-ce que tu as un exemple de lac que tu mets dessus? Est-ce que tu en as? Oui. Oui, juste ici. Juste ici, ça, c'en est un qui est gravé. Mhm. Donc, on peut voir... Les deux côtés. Oui, ça, Ça, c'est ce qu'on appelle une acétate? Oui, ça, c'est une acétate. Celle-là, elle a été utilisée pour faire un ref cut. OK. Ça, c'est quand le client, c'est le client qui demande ça d'habitude, c'est pour pouvoir écouter le vinyle Mhm. avant les test pressing. Parce Mhm. que Mhm. moi, quand je ship mon lacquer gravé, Oui. on n'aura pas les test pressing. Ça va Ben prendre non. un mois à peu près à avoir les test pressing.
si tu veux écouter ton vinyle avant, il faut faire un rough cut. Donc, dans ce temps-là, on le fait sur les deux côtés pour sauver des coûts. Rough cut, qui est le vrai nom technique de ce qu'on appelle les acétates. Les acétates de référence. Ouais, voilà. On le fait des deux côtés pour sauver des coûts. Puis, le deuxième côté, il est moins beau un petit peu, mais vu que ça s'en va pas en production, c'est pas grave. Puis, quand on fait une acétate de référence, on n'écoute pas pour les clics, tout ça. On écoute vraiment les distorsions, le son. Vraiment juste ça. S'il y a un petit clic, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on écoute. Ça se passe. Ça va être au test pressing plus tard. C'est ça. Le seul problème avec les acétates de référence, c'est très clean. Il n'y a pas de bruit de fond. Absolument. Donc, c'est un album de 25 minutes sur une acétate de référence. Tu vas dire, wow, ça sonne super bien. Il n'y a pas de problème, alors qu'en production, c'est plus pareil. Le bruit de fond, il s'en vient plus tard. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on écoute, mais ça donne une idée du son. Effectivement. Nous, on l'enregistre ici. On fait une petite écoute, on l'envoie au client, puis le client, il va écouter ça, il va nous donner l'approbation. Après ça, on va le regraver une deuxième fois, seulement sur une face, sur une acétate vierge. Comme ça. Comme celle-là, qui est très propre. Qui a la bande de protection encore tout le tour. C'est ça. Donc, ça, c'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté, il ne faut pas l'utiliser. Celui-là, il était sur le dessus de la pile. Il faut les faire sécher. Oui. Donc, lui, il était sur le dessus de la pile. Il y a un petit peu de poussière qui est tombée dessus, mais c'est pas le bon côté. Donc, c'est pas grave. Okay. Mais, ouais. C'est important ce que tu viens de dire là. Il faut les laisser sécher. Parce que quand ça arrive, si c'est trop frais, la gravure, ça ne marchera pas bien. Oui, c'est ça. On reçoit ça dans des grosses boîtes. Oui. Comme ça. Celle-là est vide. Il y en a 25 qui sont vraiment toutes collées. Puis d'une batch à l'autre, on ne sait pas si ils sont prêts à être cotés ou ils sont pas prêts. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas mis le couteau dessus. C'est ça. Puis là, tu graves, puis là, tu vas voir tes grooves sont pas beaux. Ils n'étaient pas prêts. Donc, nous, on a notre petit rack ici. On les laisse sécher pendant un mois à peu près, là, parce que tu le sais vraiment pas. Pour ne pas prendre de chance, on se laisse un petit mois, laisse sécher. On a tout le temps une rotation. Absolument. Comme ça, on est sûr que tout le temps, ça fait tout le temps des belles cotes. On va quand même le regarder, même si ça fait un mois, parce que c'est possible que ce soit... Surtout... Donc, tu es en train de dire qu'il y a vraiment des différences au niveau de la formulation puis des temps de séchage d'une batch à l'autre. Oui, c'est ça. Tu peux ouvrir une boîte qui va être prête, ou tu peux avoir une boîte que ça va prendre 2 mois. OK. Tu le sais pas. Puis tu le sais jamais, fait que tu prends pas de chance, comme tu disais. C'est ça. On cesse un mois pour être sûr. On va faire nos tests. Surtout quand on change de batch. On va faire des tests à chaque fois qu'on commence un projet, mais quand on change de batch de lacquer, là, c'est très important de faire des tests parce que ça se peut qu'il y ait une batch défectueuse aussi qui n'est pas bonne. On en a vu des irrégulières. J'ai déjà vu des trucs où les lacquers n'étaient pas beaux. Là. Ça vient tout d'une compagnie. Il y en a plus beaucoup. C'est ça, il y en a plus. C'est une compagnie au Japon qui fait pour le monde entier. Donc, tu sais, ils ont de la business. Tout à fait. Eux autres, ils manqueront pas d'ouvrage. Il va y avoir des pommures et des pourris qui vont sortir. C'est sûr. Donc, il faut vraiment qu'on regarde tout ce qu'on... Avec quoi notre matériel de travail. Est-ce que vous avez comme des exigences que vous pouvez appliquer à comme par exemple, je dis ça parce qu'il y a un exemple avec les pressing plants, les usines de pressage où, dépendant des exigences des clients, le soin, la qualité des plastiques, il y a des choses, il y a des variables qui peuvent arriver. Est-ce que au niveau de eux, des fournisseurs, il y a des catégories, par exemple, ou des choses comme ça? C'est toute la même chose. Oui, c'est toute la même chose. En théorie, c'est toute la même chose. Ça devrait. Puis c'est pour ça que nous, on fait nos tests, parce qu'on veut que ce soit parfait. On peut pas... Absolument. On peut pas donner un produit final. Même si nous, c'est pas le produit final, ce qu'on donne, pour nous, c'est notre produit final. Il faut que ça soit parfait quand ça sort d'ici. Absolument. Parce qu'on ne le saura pas. Si on a fait une erreur, on ne le saura pas avant 1 mois, 2 mois. Pendant la pandémie, ça prenait plusieurs mois. Bien sûr. Donc, nous, il faut vraiment qu'on fasse tous nos tests, être sûr que c'est parfait, parce que si on a un problème avec la machine, on ne le saura pas avant quelques mois. De peut-être passer à autre chose, les fichiers sont peut-être... Il est trop tard. Ça fait combien de projets qu'on fait avec ce problème-là? C'était une mauvaise batch de lacquer. On n'a pas regardé. Ah non, c'est horrible. On a fait 10 projets avec cette batch-là. Le premier, il revient. Il y a un problème. Ça vous est arrivé? On le sait qu'il y en a... Non. On fait tout le temps nos tests, mais on avait peur parce que là,
Bien t'as sûr. un problème, est-ce que mes 10 prochains projets Ouais. que je vais recevoir des test pressing, est-ce qu'ils vont c'est tous être sûr, cassés? C'est sûr. Donc non, on fait nos tests pour s'assurer que ça arrive jamais. Ça nous est jamais arrivé. Puis des rejects non plus, c'est-tu arrivé? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, Ouais. c'est un vinyle. Ouais. Il y a tout plein d'étapes, c'est fragile. Ouais. C'est les lacquers. Quand c'est gravé, on peut pas respirer dessus. Non. là. Non, Briser, Ah, absolument. Donc oui, ça arrive des petites erreurs. On essaye de garder ça à un minimum. Mhm. Après ça, il y a le shipping. Je Absolument. contrôle pas FedEx. Après ça, tout le DHL. reste peut arriver. Après Absolument. ça, le C'est sûr. plating, des Ah, erreurs au plating, Ouais. des erreurs au pressing. Ouais. Il y a C'est tout- plus votre contrôle c'est ça. rendu là. C'est- Vous c'est avez hors fait de votre notre job. contrôle. Nous, on s'assure que quand ça sort d'ici, c'est Ouais. parfait. Ouais. Après ça, on ne peut rien garantir, mais c'est rare qu'on a des problèmes. Mais quand il y en a, Vous faites tout pour que ça C'est arrive. ça. C'est- mais très souvent, on va être capable de retourner en arrière juste d'une étape. OK. C'est très rare qu'on OK. va devoir refaire la gravure. Mhm, mhm. Peut-être que des fois, c'est dans le plating qu'il y a eu un problème. Mhm. C'est souvent au plating Ouais. qu'il y a des problèmes. Donc, on commande un autre Ouais. set de stampers, tout Ouais. est correct. Ouais. Ça, c'est Puis sur les platings qui sont des étapes, c'est une série d'étapes Mhm. très critiques où les Ouais. questions de stérilisation, de Mhm. n'importe quoi qui peut arriver, de Ouais. pollution, C'est ça. on va y venir une autre fois, ça. Oui, c'est des étapes compliquées, mais c'est ça. C'est nécessaire, puis c'est le vinyle. Donc C'est tellement gratifiant quand ça marche bien. Oui, c'est ça, c'est super le fun. Ah, vraiment. J'ai la chance à Ouais. presque tous les jours d'écouter Ouais. des test pressing puis que ça sonne bien. Ah, ça, c'est le fun. Je suis content, c'est ça que j'aime. J'aime pas ça écouter un test pressing puis être, Ah, c'est moyen. faut Il me semble que je retourner- l'aurais pas fait comme c'est ça. ça, faut retourner en Ouais, arrière. Ouais, ouais. c'est pas le fun. Donc Mm. nous, très souvent, là, tout ce que je reçois, c'est presque tout le temps approuvé. On travaille avec des bons pressing plants Ouais. avec qui on a un bon lien de confiance. Donc on est sûr que nos vinyles, ils Est-ce que sonnent. tu peux les nommer? Oui, on travaille beaucoup avec le vinyliste Oui. à À Québec. Québec. Pour rester au Québec, il y a Drummond Vinyl OK. qui vient d'ouvrir OK. il y a 1 an. OK. Ils sont à Drummondville. Oui. Ah oui. Puis oui, ils travaillent très bien. On a tout le temps des bons projets. OK. Avec ces deux-là, on a tout le temps des très bons projets. Là. Les Ferlands, ça a été fait au vinyliste? Ouais, Est-ce que tu au me le vinyliste. confirmes? Oui. Ouais. OK. Ça fait assez longtemps là, qu'on travaille avec la vinyliste. Ouais. Là, plusieurs années. Drummond, Oui, ça puis fait je sais un an. que leur réputation n'a pas arrêté de s'améliorer. Ouais. Ils ont un beau souci du travail Ouais. bien fait aussi. Là. Ouais, c'est des Tout à bons fait. gars, ils travaillent Ouais, super bien. Oui, oui, Puis, tout ouais. à fait. On a des beaux. Y des a-tu beaux Precision pressing aussi plants. fait Oui, Precision en Ontario. en Ontario? Mais c'est ça, au Québec, on a Ouais. des beaux plans. Oui. C'est le ouais. fun de rester au Québec. Absolument, là. absolument. On aime ça. Mais oui, Precision en Ontario. Mais Precision en faisait depuis plus longtemps. Oui, Precision, c'est plus Ouais, gros un petit ouais. peu. Fait partie travaille- du groupe Jay-Z, ça. Jay-Z Media, ouais. Jay-Z Ouais, Media. exactement. Ouais. Donc, quand on travaille avec Precision, on envoie les lacquers chez Jay-Z en OK. Europe. OK. C'est là qu'ils font le plating. Puis OK. après ça, ça retourne chez Ah, Precision. d'accord. Donc, il y a beaucoup Ah, ça, c'est- de OK, il y a du transport. voyagement. Il y a beaucoup de voyagement. Ouais. Ça peut faire Donc, des du problèmes. risque. Eh Du oui. risque, Eh oui. puis des délais. Eh oui. Nous, Bien on sûr. essaie de faire ça assez rapidement. Ouais. Ah ouais. faut que notre lacquer, on essaie qu'il soit platé en 72 heures. Oui. Oui. Très difficile Oui. de respecter ça. Oui. Effectivement, ça c'est aussi, pas tout c'est le monde qui est important. capable Non, de faire ça. Mais même quand on envoie à Jay-Z en Europe, Oui. on est capable de rester dans les 72 OK. heures. OK. On paye Vous êtes- overnight. Vous arrangez pour s'en ça, va, là. ça prend Absolument. une Ils sont journée Amazon coordonnés, Prime, ils vous là. attendent, C'est- ça arrive, c'est allez, on ça, y va ça direct. shipping très rapide. Excellent. Mais oui, puis après ça, eux, ils font les stampers, ils renvoient ça. Mhm. Des fois, ils vont faire les test pressing OK. en Europe. OK. Ils vont envoyer les test pressing. Une fois que c'est approuvé, là, ils envoient les stampers Number. en Ontario. Puis on part là, à ils font le, on fait là, la ils font le production. pressing. Exactement. Yes, génial. Mais c'est tous des beaux pressing plants avec qui on Oui, aime bien travailler. absolument. là. Puis ces trois-là, on a vraiment tout le temps des beaux résultats, pas mal. là. On s'entend que, comme c'est du vinyle, on a dit, hein, c'est une vieille technologie un peu Ça, archaïque, c'est ça. donc il peut toujours arriver des choses, Mhm. mais le souci de la qualité, il est là pour Ouais. ça, puis ben, c'est tout à votre honneur, puis vous avez une réputation aussi Ouais. qui va avec. Fait que, écoute, merci Faut garder beaucoup. ça. Merci. C'était excellent. Et boum, c'est ça qui est ça. Ça finit comme ça. Si vous avez tenu jusqu'ici, ben, je vous remercie et j'en profite pour vous dire qu'on aura très bientôt une visite au vinyliste à Québec. D'ici là, ben, il y aura d'autres vidéos. En attendant, je vous dis merci, à la prochaine et ciao!